Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est Tech Daddy et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tenait à cœur depuis un certain temps. J'ai commandé un smartphone à moins de 200 €, 180 € en l'occurrence. Je voulais savoir si moi, qui ai l'habitude d'avoir des smartphones qui sont plus haut de gamme, je pourrais pendant une semaine n'utiliser qu'un smartphone à moins de 200 €. Et finalement cette expérience qui devait durer une semaine a duré tout un mois. Donc j'ai passé un mois avec le Huawei P20 Lite. Alors, quand on a un smartphone à moins de 200 €, on fait forcément des compromis par rapport à un smartphone qui coûte 1000 €. C'est inévitable. Mais quels sont ces compromis? Est-ce que j'ai vraiment eu l'impression d'en faire? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit pendant l'intro, j'ai acheté le P20 Lite. J'ai mis ma carte SIM dedans il y a un petit peu plus d'un mois. Et je n'ai utilisé que cet appareil durant tout le mois. Et donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est est-ce que ça vaut la peine d'acheter un appareil à 180 €? Un sujet important parce que les smartphones aujourd'hui coûtent de plus en plus cher. On a des modèles qui coûtent 1500 €. C'est insensé pour moi de payer 1000 € pour un smartphone. Donc, on va voir si vous payez à peine 20% de ce prix-là, 18% ici en l'occurrence, quels sont les compromis que vous faites et est-ce que ces compromis valent la peine? Bien, j'ai été très agréablement surpris parce que pour à peine 20% du prix, on a largement 80% des qualités du smartphone en question. Alors, je vous ai mis un lien vers le modèle exact que j'ai acheté, donc le bleu avec la configuration exacte. Donc, si vous voulez aller voir le prix auquel il est pour l'instant, à l'époque où je l'ai acheté, il était en promotion, il était à peu près à 180 €. Pas combien il sera aujourd'hui. Si vous voulez voir le prix, cliquez simplement sur le lien dans la description et vous en saurez plus. Le premier sujet qu'on va aborder avec ce smartphone, c'est le look and feel. Qu'il est solide, qu'il est beau. On sent que c'est pas du haut de gamme, mais c'est pas non plus du plastique. C'est quand même du verre ici, et élégant, et à aucun moment on a l'impression d'avoir un smartphone à 180 € entre les mains. Seule exception à ça, c'est le logo Huawei ici en dessous, qui fait quand même relativement bas de gamme. Quand on voit l'arrière, on a l'impression d'avoir du haut de gamme. Quand on voit l'avant, avec le logo Huawei en dessous et l'encoche au-dessus, on a l'impression pas d'être dans du bas de gamme, mais d'être plus dans du milieu de gamme. Mais pour 180 €, j'estime que c'est un compromis qu'on peut largement faire. Et globalement, les finitions sont vraiment irréprochables et j'ai pas honte de me balader avec ça. Pas du tout. Niveau des connectiques, on retrouve de l'USB-C. Ce qui est plutôt pas mal pour un smartphone de ce prix-là parce qu'on trouve encore beaucoup de smartphones aujourd'hui à des prix plus élevés qui sont en micro USB. Ici, on a le standard USB-C. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut de l'USB-C sur tous les appareils aujourd'hui? Alors déjà, ça recharge plus vite, le transfert des données est plus rapide. C'est aussi pour l'uniformité entre toutes les connectiques. On a de plus en plus d'appareils aujourd'hui qui sont en USB-C. Aujourd'hui, quand on part en vacances, on veut prendre un câble et on veut pouvoir tout recharger avec. Et ça, aujourd'hui, c'est l'USB-C. On veut l'USB-C pour tout. Si par rapport à des connectiques comme micro USB, on se pose pas la question de est-ce que je dois le mettre dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne dans les deux sens. On veut vraiment avoir une connectique pour tous les appareils aujourd'hui et c'est pour ça que de plus en plus d'appareils adoptent l'USB-C. Tout le monde devrait le faire et celui-ci l'a enfin adopté. Ce qu'on apprécie également, c'est la présence de la connectique jack ici en dessous, connecter des écouteurs ou un casque audio en filaire. Je dis moi personnellement que tous les appareils dans cette gamme de prix devraient avoir au moins une connectique jack parce que les gens qui achètent un smartphone à 180 €, ils n'ont pas envie de dépenser 100 € dans des écouteurs Bluetooth. Et donc je trouve ça très bien qu'ils aient continué à l'inclure dedans, que c'est une connectique qui a tendance à disparaître de tous les appareils aujourd'hui. Donc le petit défaut de cette prise jack, c'est que le volume est relativement faible à mon goût. Moi, j'écoute énormément de podcasts. Quand je prends le bus, quand je vais dans le métro, j'écoute toujours des podcasts parce que ça m'occupe et j'apprends beaucoup de choses. Et vous avez le bruit ambiant du métro. Parfois, j'ai un petit peu de mal à comprendre ce qui se dit dans les podcasts que j'écoute, donc je trouve que le bruit est un petit peu faible. Après, c'est une question de goût. Moi, à mon âge, j'ai mon ouïe qui a tendance à diminuer un petit peu. Je préférerais un petit peu plus de volume sur cette prise jack, mais je suis content de l'avoir. Donc, ça fait que je dois mettre le volume toujours à 100%, alors que sur d'autres smartphones, je devais parfois le mettre à 80% et j'avais suffisamment de volume. Donc, c'est pas vraiment un compromis, mais c'est bon de le savoir. Alors, dans la boîte, vous trouverez également des écouteurs filaires. Ça tombe bien, vous avez une prise jack, vous avez des écouteurs filaires. Alors, comme la plupart des écouteurs qui sont fournis avec les smartphones, la qualité est correcte,
mais ils sont pas très confortables. Moi, quand je les porte pendant une petite demi-heure, je commence à avoir mal aux oreilles. C'est pas très confortable. Bon, globalement, les écouteurs intra-auriculaires, moi, j'aime pas du tout. Je n'utilise que des casques. Je suis pas du tout le public de ce genre de choses, mais ils sont fournis avec, c'est toujours agréable. Et encore, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Moi, ça me dérange pas d'avoir l'air ridicule avec un gros casque sur les oreilles. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange plus, donc ils préfèrent des écouteurs intra-auriculaires. Chacun son truc finalement. C'est vraiment une histoire de préférence personnelle. Bon, l'écran de cet appareil, il est pas bien grand. Il fait 5,84 pouces, donc si vous avez l'habitude de smartphones comme moi qui font plutôt 6 pouces et demi, vous allez le trouver un petit peu petit, mais globalement, il fait pas partie des plus petites de sa catégorie. L'encoche au-dessus, elle n'est pas petite, mais elle est raisonnable. Les bordures sont un petit peu plus épaisses que sur les smartphones haut de gamme d'aujourd'hui, mais ça reste toujours raisonnable. Par contre, la bordure en bas, elle est vraiment grande, celle qui abrite le logo Huawei. Ça, c'est un petit peu dommage. Moi, je me suis très vite habitué à la taille de l'écran. J'ai l'habitude d'écrans beaucoup plus grands, mais je me suis vite habitué. Je dois vous avouer qu'après avoir passé un mois dessus, quand j'ai repris mon ancien smartphone qui a un écran de 6,5 pouces, j'ai vraiment senti la différence. Je me suis dit, ouf, ça c'est vraiment grand. Par contre, pendant le mois où j'ai utilisé celui-ci qui est un petit peu plus petit, à aucun moment je me suis dit que l'écran était trop petit. Ce qui m'a gêné par contre, c'est la luminosité qui est parfois un petit peu faible. Quand vous avez beaucoup de soleil dehors et que vous utilisez votre smartphone en extérieur, l'écran est parfois impossible à lire parce que vous manquez de cette luminosité, de cette puissance. Mais ça, c'est typique des smartphones de cette gamme de prix. Il faut savoir que l'écran dans un smartphone, c'est un des éléments qui coûte le plus cher. Donc forcément, dans ce type de smartphone, on a des écrans d'un peu plus faible qualité. Alors celui-ci est très bon, hein, mais il va manquer de luminosité, il va manquer d'un petit peu de contraste, mais les couleurs sont bonnes. Le rendu des couleurs est relativement fidèle. J'ai pas grand-chose à dire contre cet écran, mais il manque sérieusement de luminosité. Il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, c'est logique. Il se trouve à l'arrière, évidemment. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager mon ressenti avec ce smartphone. C'est pas de vous partager une liste de caractéristiques techniques, de dire il a autant de gigas de RAM, il a tel processeur. C'est pas très intéressant, mais je vais quand même passer rapidement en revue et vous expliquer ce que ça veut dire. Ce smartphone n'a que 4 gigas de RAM, alors qu'on a l'habitude d'avoir des smartphones de 6, 8, 10, 12 gigas. Et dans les smartphones à moins de 200 €, en général, on est plutôt vers les 2, 3 gigas de RAM. Donc ici, avec 4, on est déjà relativement confortable. Moi, personnellement, j'ai jamais été limité par ces 4 gigas de RAM, mais je suis pas un gamer. Je n'utilise pas d'applications lourdes sur ce smartphone. En général, tout ce qui est traitement photo, vidéo, je fais sur mon PC. Donc, j'ai jamais atteint cette limite de 4 gigas de RAM sur ce smartphone. En fonction de votre profil, vous allez peut-être être amené à les atteindre. Donc, c'est important de le savoir. Le processeur, c'est un Kirin 659. Donc, c'est un processeur qui est relativement bas de gamme, fabriqué par Huawei. Donc, c'est même pas les Snapdragon. Donc, ce sont des processeurs de moins bonne qualité, mais ça fait le job. Il faut savoir que les 4 gigas de RAM combinés avec ce processeur, ça peut provoquer de temps en temps quelques ralentissements. Moi, j'ai senti la différence de temps en temps. Pas de quoi s'énerver, pas de quoi être frustré en utilisant le téléphone de façon quotidienne, mais de temps en temps, vous allez sentir que c'est moins fluide, moins rapide quand vous appuyez sur quelque chose, quand vous démarrez une action. Parfois, vous allez avoir quelques petits ralentissements. Rien de très gênant, mais je devais le préciser. La seule option de stockage disponible, c'est 64 Go. Comme avec tous les smartphones Huawei, vous pouvez les étendre avec une carte SD. Vous mettez une carte SD de 256 Go, tout d'un coup, vous avez une capacité qui est quand même nettement plus élevée. Donc, je dirais que démarrer avec 64 Go de RAM, c'est pas forcément un souci. Et surtout qu'aujourd'hui, avec toutes les solutions de cloud, avec Google Photos et tout ça, vous avez de toute façon pas besoin de stockage énorme comme on avait besoin avant. Donc, 64, c'est totalement acceptable. Et si vous êtes allergique aux solutions de cloud ou tout simplement vous n'avez pas envie de payer pour, même si il y a des solutions gratuites, vous avez toujours la solution avec une carte SD dedans, relativement bon marché, ça fonctionne bien. Maintenant, on va parler de la batterie. La batterie ne fait que 3000 mAh. Alors, c'est toujours plus qu'un iPhone, mais pour un nouveau smartphone Android, c'est vraiment pas beaucoup. Ici, on n'est vraiment pas sur un smartphone que vous allez pouvoir utiliser 2 jours, mais vraiment sur un modèle que vous allez pouvoir utiliser à la journée. Donc, le matin, il est chargé, vous allez pouvoir tenir la journée avec, et en fin de journée, la batterie va être relativement vide, je dirais vers 5 et 10%. Donc, c'est un smartphone vraiment que vous devez recharger tous les jours,
Moi, en l'occurrence, je l'ai rechargé toutes les nuits pendant le mois où je l'ai utilisé, et pas comme celui que j'avais avant, où je pouvais facilement tenir 2 jours, et même après 2 jours, il me restait encore un peu de batterie. Et j'ai jamais dû le charger à mi-journée, j'ai toujours tenu toute la journée avec. Si jamais vous êtes un grand consommateur, c'est intéressant de savoir que vous avez le fast charge avec cet appareil, donc vous pouvez recharger jusqu'à 65% de batterie seulement en 1 heure de charge. Si vous avez l'occasion en journée de le charger, une petite heure, vous allez récupérer 65%. Bon, c'est pas au niveau du OnePlus 7 ou de ce genre d'appareil. C'est appréciable quand on paye 180 € pour un smartphone d'avoir ce type d'option qui est généralement accessible dans les smartphones qui sont quand même vachement plus haut de gamme que ça. J'ai remarqué pendant la recharge que le P20 Lite chauffe beaucoup. Quand vous le mettez en charge, il devient vraiment extrêmement chaud. Donc, je vous conseillerais de ne pas l'utiliser pendant sa recharge. On n'est pas encore sur du Android 10. Mais c'est normal, il y a très peu d'appareils aujourd'hui qui sont passés sous Android 10. On a Android 9 avec la surcouche de Huawei. Alors la surcouche, on aime ou on n'aime pas. Moi, je la trouve un petit peu lourde. C'est ma préférée. Je préfère la surcouche de OnePlus ou alors un Android pur. La surcouche de Huawei, c'est vraiment pas la pire. Les paramètres sont un petit peu mal organisés. C'est un peu un gros foutoir. Mais bon, une fois que vous avez paramétré correctement votre téléphone, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Et quotidiennement, c'est une bonne surcouche. Maintenant, on va parler des aspects photo et vidéo. Alors, vous avez des capteurs de 16 mégapixels à l'avant et à l'arrière. C'est exactement le même capteur à l'avant et à l'arrière, ce qui est quand même relativement rare, et il fait de bonnes photos. Si vous voulez savoir ce qu'il fait en vidéo, il faut regarder le deuxième angle que j'ai fait sur ma vidéo précédente. La qualité est correcte. L'inconvénient, c'est qu'il filme qu'en 720p, c'est pas du Full HD. Upscale tout ça en 4K, et j'estime que le résultat est encore bon malgré ça. Donc, en vidéo, je le trouve relativement bon. En photo, ça va dépendre. Si vous avez une bonne lumière, il va faire des photos qui sont superbes, à mon avis. Contre, quand la lumière est plus faible, vous allez avoir du grain sur les photos, ce qui est quand même relativement gênant. Pour un appareil de ce prix-là, c'est normal, mais c'est important de le dire. Vous n'allez pas faire des photos de nuit de superbe qualité, comme vous allez faire sur un iPhone 11, un Pixel 3 ou un Huawei P30, si de nuit ou même en soirée, vous allez avoir des photos de plus mauvaise qualité. Par contre, quand vous avez de la lumière, les photos vont être très jolies. Alors, et ça, c'est typique avec Huawei. Les couleurs des photos vont avoir tendance à être un petit peu trop vives, pas forcément fidèles à la réalité. Alors, ça donne des photos qui sont très jolies, des photos qu'on a envie de poster sur Instagram, mais ça donne pas des photos qui sont vraiment fidèles à ce que vous avez vu avec vos yeux. Alors, on aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment que les photos soient un peu vivifiées. Je dis pas de bêtises, Samsung fait la même chose. Si vous avez un iPhone, par contre, les photos sont quand même relativement plus proches de la réalité. Donc ici, avec cet appareil, par exemple, si vous faites une photo du ciel, il va avoir tendance à être plus bleu. Si vous faites une photo de l'herbe, elle va avoir tendance à être plus verte. C'est quelque chose qui se passe pendant le traitement des photos avec cet appareil. Important de le savoir. Alors, étant donné qu'on est avec un capteur de qualité moyenne, les photos vont avoir tendance à être lissées un petit peu. Donc, on va perdre du détail, mais ça va permettre d'éviter d'avoir trop de bruit dans la photo, d'avoir trop de grains. Donc, c'est un compromis à faire. On a à choisir. Soit on a du grain, soit on a des photos un petit peu lissées. Huawei a pris le parti de lisser les photos. Je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que c'était la chose à faire parce que des photos avec du grain, c'est juste horrible. Certains vont peut-être pas apprécier. Ils vont peut-être préférer avoir du grain dans la photo et pouvoir les traiter eux-mêmes manuellement. Mais la plupart des gens qui ont un smartphone, particulièrement un smartphone de cette gamme de prix-là, ce sont pas des gens qui vont traiter leurs photos manuellement après les avoir pris. Et ici, vous prenez une photo, vous la postez directement. Dans ce cas-là, je pense que c'est mieux de les lisser. Si vous voulez faire du traitement photo, c'est pas cet appareil-ci qu'il faudra utiliser parce que vous allez perdre naturellement pas mal de détails déjà d'entrée de jeu du fait qu'il va lisser. En tout cas, une chose est sûre, quand vous comparez ces photos avec un smartphone haut de gamme, la différence est vachement réduite parce qu'on est quand même relativement proche de ce qui se fait sur des smartphones qui sont quand même beaucoup plus haut de gamme, qui sont quand même 5 fois plus chers. Et on voit la différence, je vais pas vous mentir, mais car c'est vachement réduit entre les smartphones haut de gamme et ce type d'appareil. On a ici des photos qui sont vraiment très correctes, elles sont même plus que correctes. J'ai envie de dire que plus que correct, ça résume assez bien cet appareil, qu'il n'excelle dans rien, mais il est plutôt bon partout. C'est vraiment le type d'appareil qui va totalement vous satisfaire, mais jamais vous épater. Donc c'est un bon appareil pour 180 € avoir quelque chose qui est plus que correct et quelque chose qui est même très proche des smartphones haut de gamme.
Je pense que c'est vachement bien. Et donc aujourd'hui, on doit vraiment se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de payer 1 000 € pour un smartphone si pour 200 €, on a quelque chose qui s'en rapproche autant? C'est une question qu'il faut vraiment se poser aujourd'hui. Alors évidemment, si comme moi, vous êtes fan de technologie, vous allez toujours avoir envie d'avoir le dernier smartphone haut de gamme. Vous allez toujours avoir envie de pouvoir prendre les plus belles photos possibles. Vous allez toujours avoir envie de cette vitesse et de cette performance. Mais pour la plupart des gens, ce type d'appareil, c'est vraiment ce qu'il leur faut. Donc, en conclusion aujourd'hui, si vous voulez acheter le modèle exact que je me suis procuré, le lien est en description. Il suffit de cliquer, vous allez le voir, vérifier le prix. Moi, personnellement, je l'ai eu à 180 €. Je ne sais pas s'il est encore à ce prix-là aujourd'hui. En conclusion, si je n'avais que ce smartphone-là, est-ce que je me verrais l'utiliser ou est-ce que j'économiserais pour m'acheter un autre smartphone? Je me verrais parfaitement l'utiliser. Je l'ai utilisé pendant un mois, alors qu'à l'origine, j'avais prévu de l'utiliser seulement pendant une semaine. Je l'ai fait pendant un mois. Franchement, j'ai pas eu l'impression de vraiment faire un compromis en utilisant ce smartphone. La différence entre les smartphones haut de gamme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les smartphones plus bas de gamme comme celui-ci, elle s'est vachement réduite et je trouve que ce petit appareil est vraiment bien original, ça fait le boulot et ça le fait plutôt pas mal. Vraiment rien que vous fassiez avec un smartphone haut de gamme que vous puissiez pas faire avec celui-ci. Gardez à l'esprit que moi je suis pas un gamer. Je n'ai pas besoin d'un smartphone qui a des performances extraordinaires. Vous êtes un gamer, peut-être que sur les jeux modernes, vous allez avoir un petit peu de problème pour les faire tourner sur ce type d'appareil, et donc il faudra vous procurer un smartphone un petit peu plus cher. Ça, c'est malheureusement un compromis à faire. Et pour moi, personnellement, j'ai vraiment pas eu l'impression de faire un compromis avec ce smartphone, et chacun a son utilisation évidemment. Alors c'est la fin de mon test du Huawei P20 Lite, et sur ce, bonne semaine tech à tous.